Alors, bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il y a deux hommes aujourd'hui parmi nous. Je vous propose d'écrire dans le chat votre prénom, votre niveau de classe et comment vous avez entendu parler du webinaire. Donc, mais de manière très courte, hein, en un seul message. Vous mettez Facebook, LinkedIn, une collègue. Donc, votre prénom, votre niveau de classe et comment vous avez entendu parler du webinaire. Alors, bonjour. Sana, grande section. Amel, petit moyen Facebook, Émilie CM par mail. Oh, ça va trop vite, j'ai pas le temps de tout lire. Ok, beaucoup de Facebook, beaucoup d'enseignantes en maternelle. Je vois plein de petits, moyens, grands. Super. Euh, alors, le chat, je le regarderai après. Enfin, je vais essayer de ne pas me laisser distraire par le chat parce que vous savez aussi vous savez peut-être déjà qu'on n'est pas multitâche. On peut passer très vite d'une tâche à l'autre, mais c'est coûteux en énergie. Donc, je le regarderai quand je vous pose des questions. Mais le reste du temps, je vais essayer de ne pas me laisser distraire. Mais vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure parce qu'à la fin, j'y répondrai et Anne-Paul va collecter toutes les questions. Donc, si vous avez une question et que vous avez peur de l'oublier, n'hésitez pas à l'écrire dès maintenant dans le chat. Alors, voilà. Donc, on est là aujourd'hui pour parler du langage oral dans vos classes de maternelle. Et donc, la question d'aujourd'hui, c'est comment enrichir le langage oral de vos élèves dans votre classe de maternelle. Donc, j'ai choisi ce sujet pour deux raisons. La première, c'est que j'entends souvent des enseignants dire qu'ils se sentent un peu démunis dans ce domaine. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà, je l'entends souvent. Et la deuxième raison, c'est parce que la construction du langage écrit se construit sur la compréhension du langage oral. Donc, cette phrase, elle est super importante. Donc, je la redis une deuxième fois. La construction du langage écrit se construit sur la compréhension du langage oral. Donc, avant de parler d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, attaquons-nous au langage oral. Et il y a des chercheurs qui ont montré que le niveau de langage à l'entrée à l'école à 3 ans, c'est le meilleur prédicteur de la réussite scolaire à 6 et à 8 ans. Alors, je sais, vous allez sûrement vous dire, moi, je ne suis pas avec mes élèves entre 0 et 3 ans. OK. Mais avoir cette info, je trouve, c'est vraiment important de le savoir et de se dire que ce qu'ils vont vivre entre 3 et 6 est vraiment primordial. Entre 0 et 3 aussi, évidemment, mais entre 0 et 6. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler du langage oral aujourd'hui. Donc, je vais vous partager, pour préparer ce webinaire, je me suis appuyée sur un dossier qui est dans la formation Impact. Et donc là, aujourd'hui, je vous le présente sous une forme un peu différente, puisque j'ai fait une diapo pour vous le présenter aujourd'hui. Alors, juste, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Céline Guerrero, je suis prof des écoles depuis 2006. Et quand j'ai commencé ma carrière, j'appliquais gentiment ce qu'on m'avait appris. Voilà, j'étais bien appliquée. J'adorais préparer ma classe, j'y passais des heures, ça c'est sûr. Mais en classe, j'étais toujours un peu frustrée parce que ça se passait rarement aussi bien que ce que j'avais prévu. Il y avait des enfants que je n'arrivais pas à aider chaque année, c'était la même chose. Bon, j'étais jeune, hein, j'avais 23 ans quand j'ai commencé. Les parents ne me faisaient pas confiance. Et en fait, je me dis qu'ils avaient un peu raison de ne pas me faire confiance. Parce qu'avec la formation initiale que j'avais reçue et le peu d'expérience que j'avais, je ne pouvais pas être compétente. Voilà. Donc ça a duré 10 ans, cette histoire, à essayer de faire du mieux que je pouvais, mais sans jamais me sentir fière de mon travail. Toujours un peu frustrée de ne pas pouvoir aider tout le monde et de pas faire mieux. Je suis devenue maman en 2010 et en 2011. Et ma deuxième fille est née prématurément à 6 mois de grossesse. Donc, on a passé pas mal de temps à l'hôpital. Et j'avais rencontré une maman on avait changé nos numéros. Et puis un jour, elle m'envoie un message et elle me dit: comment envisages-tu l'avenir? Montessori? Point d'interrogation. Et ces 10 lettres, elles ont complètement changé ma vie. Pour la première fois, j'étais fière de moi à la fin de la journée de classe. Voilà, j'ai compris plein de choses, voilà, que la progression doit venir de l'enfant et pas que des programmes, que l'enfant sait de quoi il a besoin si on lui laisse l'opportunité de faire des choix, que j'ai compris que je sous-estimais les capacités des enfants. Euh, pardon, j'ai compris qu'on ne pouvait plus ranger les enfants par date de naissance comme des objets de fabrication. Et surtout, j'ai commencé à avoir une foi sereine et solide en chaque enfant. Mais cette transformation, elle ne s'est pas faite en douceur. Au début, j'ai ressenti beaucoup de colère contre le système. Et au fur et à mesure, cette colère, elle s'est transformée en énergie, vraiment en quelque chose de plus positif.
Oui, j'ai pas changé. Donc, ma mission aujourd'hui, hein, voilà, j'ose le dire, ma mission, c'est de changer le monde par l'éducation. Donc, de manière plus concrète, mon objectif, c'est de transformer la vie professionnelle d'au minimum 100 professeurs des écoles par an. Voilà, donc je ne l'ai pas encore atteint, cet objectif. J'en suis plutôt à 15 par an avec la formation Impact pour l'instant, mais voilà, je compte bien y arriver. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'aimerais que vous écriviez dans le chat en quelques secondes que vous vous auto-évaluez sur comment vous vous sentez par rapport au langage oral, entre 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, 0, c'est je me sens complètement démunie, et 5, c'est je me sens vraiment experte. Donc, voilà, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Je trouve que c'est pas mal de s'auto-évaluer avant de commencer. Oh là, il y a un peu de tout. Je vois pas beaucoup, quelques 4. Ah si, un petit peu de 5 quand même, mais pas... Bon, un peu de tout en fait. Voilà. Bon, ça veut dire qu'on a parmi vous, voilà, certains se sentent démunis et d'autres se sentent quand même assez experts. Alors, les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui sont... je vais répondre à ces 5 questions. Ce que je vous propose, c'est sur une feuille de brouillon, je vais me taire pendant 2 minutes et vous allez essayer de répondre à la 3e et à la 5e. Quel est votre rôle dans l'acquisition du langage de vos élèves? Et comment développez-vous le langage oral de vos élèves? Quel matériel utilisez-vous? Comment vous vous y prenez? Si vous avez les réponses aux autres questions, écrivez-les. Mais on va y répondre, c'est pas grave, enfin, on va y répondre maintenant, de toute façon. Mais déjà, pendant 1 minute ou 2, prenez ce temps un peu de recul et pour vous dire qu'est-ce que je fais dans ma classe. Voilà. Quel est mon rôle? Comment je développe le langage oral de mes élèves? Donc la question 3 et la question 5. Je me tais 2 minutes pour vous laisser réfléchir. Alors, je sais que 2 minutes, c'est un petit peu court, mais voilà, je pense que ces 2 minutes, elles étaient importantes quand même pour que vous puissiez réfléchir un peu à ce que vous faites. Alors, j'ai regroupé ces 2 questions, je les ai regroupées ensemble. Quelles sont les 2 grandes étapes dans l'acquisition du langage? Et qu'est-ce que la période sensible du langage? Et quel est le rôle de l'esprit absorbant dans l'acquisition du langage? Donc, je vais essayer d'y répondre. Donc, on sait que je n'ai pas changé ma diapo, pardon. On sait que de la naissance à 6 ans, le langage oral des enfants se développe de manière spectaculaire. Voilà. Les bébés humains naissent avec cette capacité d'apprendre une langue humaine, tout comme ils naissent avec 2 mains et 10 doigts. Voilà. Il y a une partie de leur cerveau qui est dédiée à l'apprentissage du langage. Et Maria Montessori, comme les chercheurs aujourd'hui, elle parlait de période sensible du langage. Et alors, période sensible du langage, ça veut dire c'est un peu comme une fenêtre où la plasticité, elle est optimale. Donc, il y a des choses que les enfants sont naturellement programmés à faire. Apprendre à parler, faire leurs premiers pas, faire pousser leurs dents. Et ces événements, ils sont naturels, biologiquement programmés.
Même si on ne prend pas soin des dents d'un enfant, ces dents elles pousseront quand même. Mais par contre, si un nourrisson n'ouvre jamais les yeux, son cortex visuel ne se développera pas. Et c'est la même chose pour le langage. Si un enfant n'entend jamais le langage, ou très peu, voilà, il n'en développera pas. Donc, ça nous emmène au premier point clé. On doit offrir aux enfants un environnement qui regorge de toute la beauté que notre langue elle a à offrir. Donc, dit autrement, si les enfants ils naissent tous avec cette capacité d'apprendre, c'est bien l'environnement et les interactions qui vont leur permettre ou non de développer un langage riche. Voilà, donc ça, c'est la première chose qui paraît un peu évidente, mais voilà, c'est quand même bien de le redire. Alors, dans l'acquisition du langage, il y a deux étapes. L'absorption du langage parlé et l'explosion du langage parlé. Donc, je vous montre les deux étapes parce que tout est un peu lié, en fait. Ces deux diapos, elles sont liées. Donc, Maria Montessori, elle a constaté que l'enfant, il est doté d'un esprit absorbant. Donc, l'esprit absorbant, c'est cette faculté remarquable d'imprégner et d'intérioriser tout ce qui l'entoure et de construire sa personnalité avec ce que lui offre son milieu, son environnement. Voilà. Donc, les manifestations extérieures de cette faculté sont des sensibilités particulières et passagères qu'on appelle les périodes sensibles. En fait, les périodes sensibles, c'est des moments pendant lesquels l'enfant va se nourrir d'un aspect précis de son environnement. Donc, il va apprendre sans effort, avec beaucoup de joie, et il va, voilà, sans effort et avec beaucoup de joie. Donc, ça, c'est la phase de... je me suis laissée distraire. Donc ça, c'est la première phase, c'est l'absorption du langage parlé. Et ensuite, après, il y aura l'explosion. Donc, cette période sensible du langage, elle commence déjà in utero, dans le ventre de la maman. Le bébé entend les voix de ses parents et il apprend déjà à les différencier. Voilà. Mais une période sensible, c'est pas quelque chose qui dure, voilà, il y a un début, il y a une fin. C'est vraiment un temps limité dans l'enfance, au cours duquel l'enfant va pouvoir accéder de manière naturelle à un aspect culturel de son environnement. Donc, dans un premier temps, il y a quelqu'un qui gribouille la diapo. Dans un premier temps, jusqu'à 2 ans, il s'agit vraiment d'un grand temps d'absorption, de mise à l'intérieur, d'internalisation. Donc, c'est cette période, c'est un temps où l'enfant va absorber la ou les langues parlées dans son environnement. Maria Montessori disait, je la cite, « La mère n'enseigne pas le langage à son petit, mais le langage se développe naturellement, en tant que création spontanée. Et il se développe selon des lois déterminées, semblables pour tous les enfants. » Alors, ce qui est formidable, et ce qu'on a appris maintenant grâce aux recherches, c'est que à la naissance, les bébés sont capables d'entendre tous les sons de toutes les langues. Alors, ça paraît logique, parce qu'en fait, on ne sait pas où va naître cet enfant. En Russie, en Allemagne, en France, aux États-Unis, on n'en sait rien. Donc, en fait, heureusement qu'ils ont la capacité d'entendre tous les sons de toutes les langues. Mais, donc voilà, les bébés ont cette capacité, mais vers 9 mois, ils vont se spécialiser. Ils vont perdre cette capacité et devenir sourds à certaines langues pour développer leur langue. Donc, vous savez qu'on a toujours la possibilité d'apprendre une deuxième langue à l'âge adulte, hein, grâce à la plasticité cérébrale, mais nous, en tant qu'adultes, ça va nous demander beaucoup plus d'efforts. Et c'est aussi pour ça qu'on a un accent. Si on apprend l'anglais à l'âge adulte ou trop tard dans l'adolescence, on a un accent parce qu'en fait, on a perdu la capacité à faire la différence entre les sons qui n'existent pas dans notre langue. Voilà d'où vient l'accent. Donc, Maria Montessori l'avait compris, elle disait « Souvenez-vous que nous, les adultes, sommes incapables de prononcer parfaitement aucune autre langue que notre langue maternelle. » Alors, j'enchaîne avec une citation de Stanislas Dehaene qui dit « Plus on apprend tardivement une langue, moins on parvient à la produire correctement, sans accent étranger, ni erreur de grammaire. L'enfant qui a la chance de naître dans une famille bilingue et à qui ses parents font le don merveilleux de lui parler chacun dans sa langue maternelle, acquiert sans effort de lexique, de grammaire, de culture. » Voilà. Donc, ce bain de langage va vraiment permettre à l'enfant de 0 à 6 ans un développement naturel par une imprégnation permanente grâce à ce que Maria Montessori appelait l'esprit absorbant. Alors, je me demande s'il y a des familles bilingues parmi nous ce matin, si vous êtes, si dans votre famille, voilà, vous pouvez utiliser 2 langues. Ça serait intéressant de savoir si vous voulez l'écrire.
Je vous partage une petite anecdote personnelle. Moi, quand j'ai découvert tout ça, mes filles étaient déjà grandes, enfin, elles étaient plus bébés, mais en tout cas, je ne pouvais pas changer le fait que moi et mon mari, on était français. Ça, je ne pouvais rien y faire, voilà, on ne pouvait pas le changer. Mais par contre, quand j'en ai pris conscience, en fait, je me suis débrouillée pour que des anglophones viennent jouer à la maison avec mes filles, à peu près 3 heures par semaine. Et ça fait 4-5 ans qu'on fait ça. Donc évidemment, c'est pas la même chose que si elles avaient vécu dans une famille bilingue dès leur naissance, mais voilà, ça a quand même eu un impact assez important. Et du coup, voilà, moi, je suis passionnée par les langues aussi. Donc depuis mars 2020, j'apprends l'anglais. J'ai deux partenaires de langue canadienne et voilà, j'ai mis au point toute une méthode pour apprendre l'anglais une fois qu'on est adulte et qu'on n'a pas voilà, pu profiter de cette période voilà, en étant enfant, si on n'avait pas eu la chance de naître dans une famille bilingue. Mais bon, c'est un autre sujet, les langues, mais bon, en tout cas, ça me passionne aussi. Alors, la période sensible du langage. Donc, la période sensible du langage, je vous l'ai dit, c'est de la, enfin, non, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est de la naissance à 6 ans. Donc, l'esprit absorbant va soutenir l'acquisition du langage chez les enfants et les enfants vont pouvoir absorber la grammaire, la syntaxe, l'intonation des mots. C'est vraiment une fenêtre d'opportunité. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler de Victor, l'enfant sauvage qui avait été retrouvé à 12 ans, voilà, qui n'avait pas développé le langage parce que personne autour de lui ne lui avait parlé. Donc voilà pour l'absorption du langage parlé. Maintenant, l'explosion du langage parlé. C'est vers 2 ans et demi que l'enfant nous révèle l'ampleur de son travail de construction interne qu'il a accompli depuis la naissance. Il balbutie, il élabore ses premières phrases. Voilà. Donc Maria Montessori parlait de l'explosion du langage parlé. Et ce qui est intéressant de se dire, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'aucun parent n'a éduqué son enfant en langage. Ce sont vraiment les périodes sensibles qui ont permis à l'enfant d'accomplir ce miracle. Voilà. Donc, l'enfant de cet âge, 2 ans et demi, il s'est approprié une structure langagière. Il incarne le langage de ses parents. Voilà. Ce n'est pas l'œuvre d'un travail ou de leçon, c'est vraiment l'esprit absorbant qui a œuvré. Alors, est-ce que j'ai mis une citation ? Généralement, j'ai une citation. Oui, là, voilà. Ce n'est pas le résultat d'un enseignement. On parle, on vit. L'enfant apprend en vivant. Il s'approprie sa structure langagière et grammaticale naturellement. C'est la force de l'esprit absorbant qui le pousse à faire sien le langage présent de son environnement. À la naissance, l'enfant a la capacité d'apprendre toutes les langues. L'esprit absorbant absorbe sa langue maternelle. C'est la plasticité cérébrale qui permet cela. Il traverse une période interne où il acquiert la structuration et la prosodie de sa langue. Il devient un spécialiste de sa langue maternelle. La prosodie, c'est un peu la mélodie de la langue. Voilà. J'adore les citations de Maria Montessori. J'en ai ajouté pas mal là dans les derniers dossiers de la formation Impact parce que voilà, j'aime beaucoup partager des citations. Donc, vous avez compris que l'acquisition du langage, elle s'organise avec les premières relations de l'enfant et avec les adultes, les premières relations de l'enfant avec les adultes qui l'accompagnent. Voilà. Et comme je vous disais au tout début, les chercheurs ont prouvé que le niveau de langage à l'entrée à l'école à 3 ans est le meilleur prédicteur de la réussite scolaire à 6 et à 8 ans. Voilà. Donc, en tant que parents et en tant qu'enseignants, notre responsabilité, elle est vraiment grande. Alors, je sais que vous n'êtes pas avec vos élèves entre 0 et 3 ans, mais à mon avis, on ne peut pas faire l'impasse sur toutes ces connaissances. C'est vraiment, en avoir conscience peut tout changer. Alors, une citation de Patricia Kuhl, une chercheuse américaine, qui dit qu'à l'âge de 3 ans, tous les enfants au développement normal sont capables de tenir une conversation sophistiquée. Alors, si vous êtes en petite section, j'imagine que là, vous vous dites tous mes élèves ne sont pas capables de tenir une conversation sophistiquée quand ils arrivent. Mais voilà, ce qu'elle dit, Patricia Kuhl, c'est que normalement, il y a au développement normal, quoi. Tous les enfants au développement normal. Tous les enfants qui ont baigné dans un bain de langage riche, un bain de langage, un environnement langagier riche. Alors, ah oui, le trait vert, du coup, on n'a pas réussi à le supprimer. Bon, tant pis, hein, vous voyez quand même. Ça, c'est un extrait que je partage dans la formation Impact, un extrait audio du livre de Stanislas Dehaene, « Apprendre les talents du cerveau ». Et vous voyez, donc, dans la formation, j'ai noté des questions auxquelles vous répondez. Ensuite, vous écoutez l'extrait audio et après, vous pouvez comparer vos premières réponses avec ce que vous avez appris dans l'audio. Dans ce passage audio, en fait, ce que Stanislas Dehaene dit,
c'est que le bébé est un génie des statistiques. Voilà. Donc, c'est sûr que plus on parle à un enfant, plus il aura la possibilité de faire des statistiques. Mais si on ne lui parle pas, il ne peut pas faire de statistiques. Alors, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que peu importe la complexité d'une langue, tous les bébés prononceront leur première syllabe au même âge. Donc, même si l'italien, c'est plus simple que l'allemand, bah, les bébés allemands ne seront pas décalés par rapport aux bébés italiens. Voilà. Je ne sais pas si ça vous en aviez conscience ou pas, mais que la langue, elle soit simple ou complexe, tous les enfants vont maîtriser la syntaxe sensiblement au même âge. Voilà. Allez, je vous relis encore une citation, parce que je ne l'ai pas notée celle-là, mais elle est vraiment claire, donc je prends le temps de vous la lire. Une citation de Maria Montessori. Peu importe la difficulté, l'enfant acquiert le langage du milieu où il est né, et il le fait sans professeur. Aucun professeur n'enseignera à un enfant anglais que l'adjectif précède le nom, ou à un enfant italien que l'adjectif vient après le nom. Pourtant, ces deux enfants comprennent la construction correcte de leur langue respective. Aucun professeur ne dira à un enfant allemand que les verbes se scindent en deux et qu'une partie doit être placée au milieu de la phrase et l'autre à la fin. Pourtant, l'enfant allemand est capable de construire des phrases correctement. De tout cela, nous devons conclure que l'enfant possède dans son inconscient une capacité différente de celle que nous possédons une fois que la conscience est apparue. Et la dernière phrase est vraiment importante. L'enfant est doté d'un potentiel que nous ne possédons tout simplement plus. Voilà, c'est une citation qui est extraite de L'enfant et l'avenir de l'homme, chapitre 7. Voilà, donc je pense que là, vous l'avez bien compris. Un enfant qui est entouré de plusieurs langues dans son environnement parlera 2 langues ou 3 langues sans avoir d'effort à faire. Il va absorber les langues parlées dans son environnement, alors que nous, en tant qu'adultes, voilà, on peut toujours le faire grâce à la plasticité cérébrale, mais ça nous demande beaucoup plus d'efforts et on n'aura jamais la même maîtrise. Posez-vous la question, est-ce que dans vos classes, vous avez des enfants qui vivent dans des familles bilingues? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous avez la réponse? Parce que je trouve que c'est encore une information qui est vraiment importante. Voilà. Oula, un tiers de ma classe. Ah oui, voilà. Bon, je ne me laisse pas distraire par le chat, je regarderai après. Alors, du coup, maintenant qu'on sait tout ça, ou en tout cas on l'a entendu une deuxième fois et ça fait du bien de le réentendre, quel est votre rôle dans l'acquisition du langage de vos élèves? Je vous ai posé un peu la question au début pour que vous puissiez voilà, formuler un peu voilà, que vous pensiez, voilà, quel est mon rôle? Alors, je vais vous montrer la diapo. Oui, avant de vous montrer la diapo suivante, l'adulte, donc vous, voilà, vous êtes l'adulte dans votre classe. L'adulte, c'est le matériel le plus important de la classe. Vraiment, vous êtes le matériel le plus important. Dans la pédagogie Montessori, pour le langage oral, il y a peu de matériel. Alors, il y en a un peu, je vais vous le montrer là, après, là, il y en a un petit peu, évidemment. Mais vraiment, il faut que vous ayez conscience que c'est vraiment vous, le matériel le plus important, et les enfants aussi. Oui, alors je le dirai après ça, parce que sinon je vais partir. Donc, du coup, quel est votre rôle dans l'acquisition du langage de vos élèves? Pour moi, j'en ai mis 3. Alors peut-être que vous allez avoir envie de rajouter quelque chose, il y a une case en plus, voilà. Pour moi, votre rôle, il est déjà de comprendre comment l'enfant acquiert le langage. On ne peut pas faire abstraction de ce qu'ils vivent entre 0 et 3 ans, et puis ce qui se passe aussi entre 3 et 6. Hein. On ne peut pas, voilà, il faut qu'on ait ces connaissances-là pour pouvoir faire au mieux. Et du coup, en deuxième, j'ai mis créer un environnement linguistique de grande qualité. Avoir des petits moyens grands dans notre classe, alors il y a plein d'autres bénéfices, mais par rapport au langage oral, eh ben il y en a un qui est énorme. C'est que quand je vous dis que vous êtes le matériel pour le langage dans votre classe, il y a aussi les enfants. Et vous imaginez bien que dans une classe de petits moyens grands, les échanges entre les enfants seront plus riches que si on met que des petits ensemble ou si on met que des moyens ensemble. Voilà. Donc, ça c'est un détail, mais voilà. Créer un environnement c'est pas un détail. Créer un environnement linguistique de grande qualité. Et le troisième, ce que j'ai mis, c'est associer les parents. On ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais je vous donne juste un exemple que j'avais noté et vous allez voir ma bêtise. J'ai mis associer les parents et après, j'avais marqué comme exemple faire prendre conscience à un parent de ne pas arrêter de lire des histoires à leurs enfants, même quand ils sauront lire. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais
peut-être qu'en fait, dans certaines familles, ils n'ont déjà même pas conscience de l'importance de lire des histoires tous les soirs. Donc voilà, donc, ça m'a fait rire avec mon propre exemple. Mais voilà, associer les parents, c'est tout ça pourrait être un sujet et ça pourrait être un webinaire d'1 heure. Donc, je l'ai marqué parce que ça me semble important, mais on ne va pas trop détailler cette partie-là. Si vous voyez d'autres choses dans votre rôle que je n'ai pas marqué, bah, écrivez-le dans le chat et moi, je le verrai plus tard. Alors, maintenant, je vous ai dit qu'on parlerait des 6 principes issus de la recherche qui participent à l'enrichissement du langage oral. J'aime beaucoup faire, enfin, ça me passionne de faire le parallèle entre les travaux de Maria Montessori et les recherches en neurosciences, en sciences cognitives. Donc, vous voyez, en fait, je fais un petit peu à chaque fois un aller-retour entre Maria Montessori et les recherches actuelles. Donc, ces 6 principes que je vais vous partager, ils ont été étudiés, enfin, oui, par Katie Hirsch-Pasek, une américaine. Elle et son équipe, elle n'était pas toute seule comme chercheuse. Et donc, moi, j'en ai entendu parler par un prof, Alex Carvalho, un prof du DU en neuroéducation de l'année dernière, un prof et un chercheur. Voilà. Donc, il nous a partagé, en fait, les principes de Katie Hirsch-Pasek. Si vous comprenez l'anglais, bah, allez directement sur son site, hein, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Mais aujourd'hui, je suis sympa, je vous les partage en français. Alors, voilà les 6 principes. La fréquence, l'intérêt, les interactions, la pertinence, la diversité et la réciprocité. Alors, des fois, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais en fait, vous allez voir, c'est des choses en fait, qui paraissent assez simples, assez évidentes, en fait. Alors, donc voilà, j'ai remarqué à quoi correspond chaque principe, mais vous allez voir, je vais vous les détailler un par un, donc c'est pas la peine on va pas s'embêter avec cette diapo. Le premier principe, c'est la fréquence. Donc tout simplement, les enfants apprennent ce qu'ils entendent le plus. Voilà. C'est ce que je vous disais. La quantité de langage adressée à l'enfant est vraiment importante parce que les bébés font des statistiques sur la base des informations qu'ils entendent pour trouver les patterns de sons et de mots de leur langue. Est-ce que vous avez déjà entendu une langue que vous ne maîtrisez absolument pas? Dans mon cas, ça serait l'allemand. Si j'entends quelqu'un parler allemand, je vais entendre et je ne saurais pas en fait où les mots se coupent. J'en ai aucune idée parce que je ne maîtrise absolument pas l'allemand. Mais si je passe une semaine en Allemagne, ouais, ça sera peut-être pas suffisant, mais à force, je vais entendre en fait où se coupent les mots parce qu'avec l'intonation, avec la mélodie, la prosodie. Voilà. Et les bébés, en fait, ils se servent, quand je dis qu'ils tirent des statistiques en écoutant leur langue maternelle, c'est que voilà, plus on leur parle, plus ils vont être capables de tirer des statistiques. Mais du coup, il faut vraiment leur parler. Les bébés et les enfants entre 3 et 6 ans, bien sûr. Donc, parlons aux enfants, parlons-leur beaucoup, parce que sinon, ils ne peuvent pas tirer toutes ces statistiques. Répéter ce qu'on dit aussi, la répétition a vraiment de l'importance et ça conduit à un meilleur apprentissage des mots. Répéter, mais en restant naturel, hein, pas comme un robot, ou voilà, faut quand même rester naturel. Alors, j'aimerais que vous vous posiez la question pour vous-même, hein, vous n'avez pas besoin de l'écrire dans le chat, mais posez-vous la question, est-ce que hier ou avant-hier, j'ai parlé avec chacun de mes élèves? Dans ma journée de classe, est-ce que j'ai eu un échange de qualité avec chacun de mes élèves? Voilà. Maria Montessori, elle disait, il faut parler clairement à l'enfant, employer les mots exacts et les répéter souvent pour lui. C'est de cette façon que nous stimulerons l'explosion du langage qui est latente. Voilà. Oui, pourquoi j'ai mis une photo de chaussures? Vous devez vous demander. Je vous l'explique juste avec la diapo en dessous. Je vais vous demander, en fait, si vous connaissez la différence de mots auxquels les enfants à 3 ans ont été exposés entre les familles favorisées et les familles défavorisées, de manière cumulative. Voilà, tous les mots qu'ils ont entendus entre 0 et 3 ans. Donc, pour vous donner un exemple, alors c'est un peu caricatural parce qu'il y a des familles défavorisées où on a un langage riche, mais de manière générale. Dans une famille plutôt défavorisée, au moment de partir à l'école, le parent va peut-être dire « c'est l'heure, chaussures ». Voilà, genre c'est un ordre quoi, c'est l'heure, chaussures. Alors que dans une famille plutôt favorisée, il y a plus de chances que ça ressemble à c'est l'heure de partir à l'école, pense bien à te chausser, c'est l'heure de mettre tes chaussures, il fait beau aujourd'hui, est-ce que tu veux mettre tes sandales ou tes ballerines? Vous avez vu dans mes 2 exemples,
la différence de nombre de mots. Donc, c'est ça que je veux dire par cumulative. C'est l'heure d'aller à l'école chaussures, je sais pas, ça fait 6 mots. Et mon autre phrase, elle en faisait peut-être 15 ou 20. Voilà. Donc, et ça, c'était juste avec une seule interaction. Mais imaginez entre 0 et 3 ans, la différence de nombre de mots. Alors, je vous laisse faire une hypothèse. Est-ce que vous pensez que c'est 20 millions de mots pour les familles favorisées contre 5 millions de mots pour les familles défavorisées, 35 contre 10 ou 60 contre 20? Et dans le chat, vous pouvez écrire 1, 2, 3 selon ce que vous pensez. Voilà, faites une hypothèse et je vous apporte un feedback juste après. 3, 3, 3, 2. Beaucoup de 3 et de 2. Ouais. Alors, la réponse, hop, elle est là, c'est la 2. La différence, c'est... je vois qu'Émilie est contente d'avoir la bonne réponse. Ça sécrété un petit coup de dopamine, là, tu vois. Alors, 35 millions de mots pour les familles favorisées contre 10 millions de mots pour les familles défavorisées. Donc, c'est un écart qui est vraiment énorme et triste, en fait. Enfin, voilà, c'est triste. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je crois que oui, non, c'est après. J'ai une deuxième question, une deuxième question à vous poser avant de vous dire la suite. Il y a une autre étude américaine qui a montré que les enfants de 3 ans ont dans leur vocabulaire mots dans les familles favorisées contre mots dans les familles défavorisées. Donc, est-ce que vous pensez que c'est 2000 mots contre un peu plus de 1300? Est-ce que vous pensez que c'est 500 mots contre un peu plus de 200 ou 1200 contre un peu plus de 500? Pareil, vous mettez 1, 2 ou 3 dans le chat. Ah, Fanny, marquez votre question dans le chat et j'y répondrai après parce que sinon, je vais perdre le fil. Alors, là, il y a un petit peu de tout au niveau des hypothèses. 1, 2, 3, 3, 3. Vous n'êtes pas d'accord. Oui, et Fanny, Anne-Paul note les questions. Hein, donc, votre question sera... J'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a un peu de tout. Là, vous n'êtes pas d'accord, vous avez mis 1, 2, 3. Alors, je vous montre la réponse. Eh bien, c'était 3. Je vois au visage d'Émilie qu'elle n'a pas la bonne réponse cette fois-ci. Si, ah, si. D'accord. Donc, c'était 3. 1200 mots contre un peu plus de 500 mots. Alors, c'est vraiment énorme la différence. Et ce que je veux vous montrer là, c'est que les inégalités éducatives, elles se développent vraiment très tôt dans le développement de l'enfant. Les courbes de croissance cérébrale des enfants en fonction du milieu social d'origine, elles divergent des 4 mois après la naissance. Vous vous rendez compte? Des 4 mois, voilà, dans leur cerveau, c'est déjà différent. Alors, c'est pas, quand je parlais de favoriser et défavoriser, c'est pas vraiment la classe sociale en tant que telle qui a un impact sur le cerveau. C'est plutôt l'environnement familial qui peut avoir un effet sur la maturation cérébrale. Et voilà, le stress, tout ça. Et c'est pas là, on est en train de parler de nombre de mots, mais c'est pas qu'une différence de nombre de mots. C'est vraiment une grande différence pour le développement de l'intelligence globale. Voilà. Les premières années de vie, elles construisent les fondations de l'intelligence et la qualité de ces fondations dépend vraiment de l'environnement. Alors, le deuxième principe, c'est l'intérêt. Les enfants apprennent les mots sur les choses ou sur les événements qui les intéressent. Bon, ça paraît évident, dit comme ça, mais est-ce qu'on applique ce principe en classe? C'est la question. Donc, les enfants apprennent les mots sur les choses ou sur les événements qui les intéressent et ils n'auront aucune difficulté à retenir des noms qui nous paraissent compliqués. Un enfant passionné par les dinosaures, il va être capable de prononcer le nom des dinosaures. Donc, il n'aura pas de mal. Donc, profitons on sait qu'il s'intéresse aux dinosaures, et ben profitons-en. Empruntons des livres sur les dinosaures, fabriquons des images classifiées sur les dinosaures. Je vous montrerai après ce que c'est. Mais connaître nos élèves pour savoir ce qui les intéresse, c'est vraiment puissant. Pendant mes ateliers Montessori, mercredi, il y a quelque temps, Zoé, une petite de 4 ans et demi, elle m'a dit qu'elle avait un poney, c'est pour ça que j'ai mis la photo du poney, qui s'appelait Mocha. Et en fait, c'est un faux. Si je ne l'avais pas noté, vous pensez bien que elle serait partie. La semaine d'après, je ne me serais même pas rappelé qu'elle m'a parlé de son poney Mocha. Et en fait, je l'ai vite écrit pour m'en rappeler. Et du coup, je lui ai proposé dans la bibliothèque, on avait déjà des livres documentaires sur les poneys. Quand je vais présenter les lettres rugueuses, j'ai choisi 3 sons de Mocha. Puis j'avais de la chance, elle connaissait le 4e. Donc, vous voyez, vraiment, intéressons-nous au centre d'intérêt de nos élèves. Par rapport à la lecture aussi,
lisons-leur des livres qui les intéressent. Observons-le. Enfin, pour savoir ce qui les intéresse, il faut les observer, il faut leur parler, sinon on ne peut pas le savoir. Donc voilà vraiment ce principe-là de l'intérêt, il paraît évident, mais voilà, est-ce qu'on le met vraiment en place au quotidien dans notre classe? Le troisième principe, c'est les interactions. Alors, les contextes d'interaction entre enfants et adultes donnent lieu à des occasions d'apprentissage du langage. Patricia Kuhl, la chercheuse dont je vous parlais tout à l'heure, je la cite, « Les interactions sociales agissent comme une porte pour l'apprentissage initial du langage chez les nourrissons. Les interactions, mais sont primordiales. » Et j'insiste vraiment sur les interactions parce que des fois, on se demande « Oh, si je mets mon enfant de 4 ans devant un dessin animé en anglais, est-ce qu'il va apprendre l'anglais ?» Ben non, voilà. Patricia Kuhl a fait une étude pour prouver en fait que pour apprendre une langue, il ne suffit pas d'écouter une vidéo ou de regarder un dessin animé, on a besoin d'interagir avec d'autres êtres humains. Donc, interagissons avec nos élèves. Voilà. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que les chercheurs ont découvert qu'à l'âge de 4 ans, que l'enfant de 4 ans, à qui ses parents lisent des histoires tous les jours, montre en imagerie cérébrale des activations supérieures à celles des autres enfants dans les réseaux cérébraux du langage parlé. Les régions même qui lui permettront plus tard de comprendre des textes ou de formuler des pensées complexes. Voilà. C'est pour ça que je vous dis les fondations de l'intelligence. Gillet, je ne sais pas, je sais pas qui s'est arrêté de gribouiller la diapo. Alors, lisons-leur des histoires chaque jour. Appuyons-nous aussi sur des histoires réelles auxquelles l'enfant pourra se raccrocher. Les premières années, voilà, autant éviter les animaux qui parlent, les sorcières qui font peur. Enfin, parlons-leur de choses qui vivent aussi dans leur quotidien. Surtout, ne nous arrêtons pas de leur lire des histoires quand ils sont capables de lire. Et au niveau des interactions, c'est bien aussi des fois de ne pas s'interrompre. Quand on est en train d'échanger avec un enfant, si on a un autre enfant qui nous interrompt, il peut poser sa main sur notre épaule, sur notre poignet, et il patiente pour pas qu'on ait besoin de s'interrompre. Et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, une classe de petits, moyens, grands, les interactions entre enfants, elles seront beaucoup, beaucoup plus riches. Voilà, ça offrira une grande variété d'interactions. Et donc, par rapport aux interactions, toujours, parlons avec les enfants et pas autour d'eux. Voilà, c'est pas comme ça qu'ils vont développer le langage. Quand on échange avec un enfant, on peut développer ce que l'enfant dit et fait, rebondir, poser des questions. Voilà. Poser des questions, c'est assez puissant quand même, parce que du coup, on laisse la place à l'enfant aussi pour qu'il puisse s'exprimer. Ah oui, une citation de Julia Volkmann qui dit « Les relations humaines influencent considérablement la structure physique du cerveau en développement ». Et cette vidéo, c'est une petite de 10 semaines qui interagit avec sa maman. Elle n'a que 10 semaines, donc elle n'a pas beaucoup de possibilités, mais elle ne peut pas parler, évidemment, mais elle interagit quand même en imitant sa maman, en répétant le son que sa maman fait. Voilà, cette petite vidéo, c'est trop mignon. Alors, le quatrième principe, c'est la pertinence. Les enfants apprennent mieux dans des contextes qui sont informatifs et pertinents. Donc, voilà, ils apprennent un vocabulaire plus riche dans un apprentissage ludique où l'information, elle a un sens. Voilà. Donc, j'ai mis le livre, une collection que j'aime beaucoup. Je n'ai pas lu depuis longtemps, je ne me rappelle plus de l'histoire, mais je me rappelle que j'aimais beaucoup cette collection parce que, si je me souviens bien, voilà, ça racontait l'histoire de ce petit garçon qui a une petite sœur. Et voilà, racontons-leur des histoires auxquelles ils peuvent se raccrocher, des choses qu'ils vivent dans leur quotidien. Hein. Voilà, la pertinence, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, du coup. Et on évite aussi au début de lire des histoires avec plein de métaphores. Voilà, on privilégie vraiment les histoires réelles. Je trouve que la pertinence, c'est quand même le cas aussi dans la pédagogie Montessori, dans le matériel. Tout est concret, en fait. Voilà, concret, et on va pouvoir nommer le nom du matériel. Et les enfants n'auront pas de problème à retenir des noms compliqués, les parties des plantes, voilà. C'est vraiment tout ce vocabulaire-là, au contraire, ils adorent. Le cinquième principe, c'est la diversité. Alors, oui, les 4 premiers, là, les 4 premiers principes, ils relèvent quand même de l'intuition pédagogique. Enfin, on se dit, oui, ok, oui, je savais un peu déjà. Le cinquième, il est un peu plus contre-intuitif, des fois. Donc, c'est la diversité.
Les enfants ont besoin d'entendre plusieurs types de mots et de structures syntaxiques de phrases pour apprendre le langage efficacement. Donc, ce que ça veut, je vous parlerai de l'histoire de l'aubergine, parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai mis une aubergine là au milieu. Il ne faut pas simplifier le langage. Il faut vraiment, au contraire, le complexifier. Pensez aux statistiques, voilà, que les enfants tirent des statistiques quand on parle. Il faut vraiment complexifier le langage. Et il faut que, évidemment, sur une phrase comme tout à l'heure, mets tes chaussures ou chausse-toi, ça va être un peu plus compliqué que s'il y a toute une phrase. Est-ce que tu veux mettre tes ballerines ou tes sandales? Oui, il faut de la diversité. Je vais vous donner le cas d'un exemple d'un parent au supermarché. Alors, c'est une histoire dans le cadre familial, mais vous pourrez après l'appliquer dans votre classe. Un enfant qui accompagne ses parents en course et qui passe devant le rayon des légumes et qui il demande mais qu'est-ce que c'est quoi ce légume? C'est quoi? Alors, le premier cas de figure, le parent dit oh, arrête de me poser des questions, viens, on va à la caisse, on se dépêche. Voilà. Deuxième cas de figure, c'est oh, c'est une aubergine, mais on n'en mange pas chez nous. Et il y a un micro qui a été rallumé, Antoine. Et troisième cas de figure, c'est une aubergine. C'est surprenant non, de voir un légume violet, n'est-ce pas? Regarde, sa peau lisse et brillante. Si tu veux, j'achète 3 ou 4 aubergines et on demandera la recette à tata. Vous voyez la différence, en fait, profiter des situations de la vie quotidienne pour vraiment, pour pouvoir permettre à cet enfant de vivre toute cette diversité, quoi. Voilà. Et cet exemple, il nous montre à quel point c'est important d'engager les enfants dans des conversations qui peuvent vraiment leur permettre de développer leur vocabulaire et de mieux comprendre le monde autour d'eux. Bon, là, je vous parle d'une aubergine, mais je me suis rendu compte l'autre jour avec un enfant aux ateliers qu'il ne connaissait pas c'était pas les légumes, c'était les fruits. On était pourtant sur pommes, enfin, c'était peut-être pas pommes et bananes, mais vraiment des fruits, enfin voilà, des fruits qui me paraissent, qui peuvent nous paraître évidents, mais c'est pas évident pour tous les enfants, voilà, selon ce qu'ils vivent à la maison. Et le dernier principe, c'est la réciprocité. Donc en fait, les mots et la grammaire se développent de manière synchronisée au cours des premières années de vie. Donc on ne simplifie pas le langage, on le complexifie. Quand l'enfant apprend à parler, on ne va pas au début lui parler qu'avec des mots ou qu'avec des sons pour que ce soit plus simple. Non, on va construire des phrases dès le début. Donc on ne cherche pas à simplifier notre langage, on construit des phrases longues avec du vocabulaire riche et précis. Et c'est vraiment la quantité et la diversité des stimulations verbales qui vont favoriser un apprentissage précoce du langage et des connaissances plus riches. Si je suis un enfant et que je n'ai jamais entendu le mot louvanie, que je viens d'inventer, on est d'accord, mais c'est pour vous le faire vivre, et que je dis à l'enfant « Oh, regarde, une louvanie !» L'enfant, il va tirer des statistiques, il va dire « Ah, louvanie, ça doit être un nom. » Parce que j'ai dit « Regarde, une louvanie. » Si maintenant je dis « Oh, regarde, elle louvanie !» Elle louvanie, l'enfant va dire « Ah, c'est un verbe. » Vous voyez? Donc, si louvanie ne fait pas partie de son vocabulaire, qu'il ne sait pas ce que c'est, il va pouvoir quand même tirer des statistiques. Et c'est sûr que si on le dit qu'une fois, ça va être compliqué. C'est avec la répétition aussi qu'il va pouvoir comprendre le sens de ce mot. Tout à l'heure, on parlait de la prosodie aussi. Vous savez, la prosodie, c'est la mélodie de la parole. Je vais vous dire 2 phrases et vous allez voir la différence. Non, je fais quelque chose, j'entends plus rien. Ah, il y a un micro qui est allumé, Anne-Paul, si tu peux couper. Merci. Donc, si je dis... Attendez, il faut que je le dise correctement parce que c'est écrit de la même manière. Tu vois, la petite fille marche. Et maintenant, je vous dis, tu vois la petite marche? J'entends plus. Vous voyez, alors, je le refais parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui dit qu'il en... Coupez votre micro, s'il vous plaît. Alors, je refais les 2 phrases. Est-ce que vous voyez la différence? Tu vois, la petite marche. Donc là, normalement, dans votre tête, vous voyez une petite fille qui marche. Et si maintenant, je dis, tu vois la petite marche? Et là, vous voyez la marche d'escalier. Et vous avez vu, les mots, c'est les mêmes. Hein. Tu vois la petite marche, tu vois la petite... C'est les mêmes mots. Mais c'est vraiment l'intonation qui va faire que l'enfant va pouvoir comprendre. Donc, l'intonation, la mélodie, la prosodie, elle sert vraiment à ça. Donc, je vais vous mettre cette image-là, parce que du coup, comme ça, vous avez les 6 principes sous les yeux. Donc, la prosodie, elle va aider l'enfant. Voilà.
Donc, bon là, c'est un peu par rapport aussi principe. J'ai oublié de vous le dire. Prenons le temps d'exprimer notre pensée aussi. Des fois, en classe, on se dépêche. On est un peu sur tous les fronts et on ne prend pas forcément le temps d'exprimer notre pensée. Attends, là, je veux te dire quelque chose de précis. Laisse-moi le temps de trouver les bons mots, parce que des fois, on bug un peu aussi, et on va dire le bidule, le machin. Non, non, on évite les bidules et les machins. On prend le temps d'exprimer vraiment clairement notre pensée. On invite les enfants à faire de même. Non, non, attends, te précipite pas, j'ai le temps. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Voilà. Donc, on parle aux enfants de manière précise et argumentée, avec des phrases complexes, on enrichit le langage. On utilise la négation dans les phrases. Des fois, on ne le fait pas en tant qu'adulte. Des fois, on mange un peu on peut manger la négation, mais l'idéal, quand même, c'est que la négation, elle soit là. On évite le langage familier. On va utiliser des mots précis. On va dire tongs ou sandales au lieu de chaussures. Parce que peut-être qu'à la maison, ils n'entendent que chaussures. Et bah, autant utiliser le bon mot. Et on ne tolère pas les écarts de langage. Un enfant qui dit un mot un peu familier, j'en ai pas un là, j'ai pas d'idée, mais un enfant qui dit un mot familier, s'il entend toujours ce mot-là à la maison, il ne peut pas savoir que c'est un mot familier. Donc, on va reformuler avec un mot du langage plus courant, quoi. Pas forcément soutenu, mais un peu plus courant. Parce que tout ça, le cerveau, il l'encode. Donc, on a vraiment cette responsabilité par rapport au langage. Alors, ces 6 principes, ils sont à prendre en compte que l'enfant il soit en train d'apprendre une langue ou 2 langues. Voilà. Et évidemment, appliquer ces principes dans tous les milieux socio-économiques permettrait de réduire l'écart de mots chez les enfants et de donner les moyens à chaque enfant de développer son plein potentiel. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé comment vous développez le langage oral de vos élèves, quel matériel vous utilisez. Donc, je vous ai dit que le matériel le plus important, voilà, c'était vous. Et dans la pédagogie Montessori, la plupart du matériel, alors là, il n'y a pas de photo, et vous allez comprendre pourquoi, parce que la plupart du matériel, en fait, il va être invisible. À part pour l'enrichissement du vocabulaire, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les enfants, mais je ne peux pas faire de photos parce que, enfin, aussi, j'aurais pu mettre un adulte qui parle avec un enfant, mais voilà, on n'aurait pas su vraiment de quoi il s'agissait. Ah, la godasse, merci. La godasse, voilà, la godasse pour la chaussure. Donc, les conversations naturelles, on en a parlé. Alors, tout ça, ça va être détaillé dans la formation Impact. Ce n'était pas prévu à la base, mais les participants de la première cohorte m'ont demandé de partager plus de ressources sur le langage, et comme je les ai déjà, je vais les rajouter. Mais voilà, donc les conversations naturelles, la musique, évidemment, les chansons, la poésie, les rimes, les virelangues. Virlang, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les chaussettes de l'archiduchesse, là, sont-elles toujours sèches? Donc les histoires vraies, on en a parlé, les histoires vraies, les contes, la lecture, la leçon en 3 temps, je l'ai mise en gras parce que je vais vous l'expliquer avec une photo. Le jeu de questions, quand on a vécu quelque chose en commun avec un enfant, on peut lui poser des questions, du coup. J'ai pas un exemple là sous la main, mais voilà. Voilà, rebondir sur une situation qu'on a vécue avec l'enfant pour lui montrer en fait ce que c'est le jeu des questions. Voilà. Et dans le jeu des questions, on pose des questions, on laisse l'enfant parler en fait. On n'est pas tout le temps en train de parler. Des leçons jeux de vocabulaire, voilà, nommer, trier, associer. Les jeux de commande, est-ce que tu peux aller m'apporter? Je l'ai fait avec des plus grands l'autre jour et j'ai été étonnée. Parce que l'avantage d'avoir préparé ce webinaire, c'est que je me suis dit, oh, mais moi, en fait, pendant mes ateliers, je pourrais mieux faire, en fait. Au niveau du langage, en plus, les enfants, je n'étais que 2 heures par semaine, moi. Et c'est un peu un domaine que j'avais tendance à pas laisser de côté, mais en tout cas, voilà, je pouvais faire mieux. Et du coup, je l'ai fait mercredi, là, avec des enfants. Est-ce que tu peux aller m'apporter le globe? Est-ce que tu peux m'apporter ou me montrer le planisphère? Et ben en fait, même les grands, ils avaient beaucoup, beaucoup de mal. Est-ce que tu peux me montrer l'extincteur? En fait, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait... Enfin, c'était vraiment utile, en tout cas, de le faire. Et les classifications orales, jeux de catégories, alors là, il n'y a même pas besoin de matériel. Ça va être, oh, viens, je te propose un jeu. Tu sais, je pense, on va dire tous les légumes qu'on connaît. Alors moi, je pense aux carottes. Je pense aux aubergines. Et là, on ne dit même pas à l'enfant, vas-y, à ton tour. En fait, il va comprendre que si on fait une pause, on attend de lui qu'il continue. Voilà. Et on voit tous les légumes qu'il est capable de citer.
Alors, voilà, je vais vous montrer maintenant les images classifiées. Donc, c'est un matériel Montessori tout simple, hein. Vous allez voir, tout ce qui est langage oral, voilà, c'est pas comme pour les mathématiques, du matériel que vous ne connaissez pas, que vous n'avez peut-être jamais vu. Là, ça paraît plus simple. Donc, dans chaque pochette, il y a, donc, il y a les animaux de la ferme, les oiseaux, les petits des animaux, ça peut être les insectes, les transports, les papillons. Mais voilà, dans chaque pochette, on classe, on mélange pas tout. Et il y a à peu près 8 à 10 images dans chaque pochette. L'image, elle est en 2 exemplaires parce qu'il y en a une où il n'y a pas le nom en dessous et une où il y a le nom en dessous, plus la petite étiquette pour les plus grands après. Mais du coup, voilà, ces images classifiées, on peut s'en servir de deux différentes, enfin je vais y arriver, de deux différentes façons. La première, ça va être une leçon en 3 temps où le but, ça va être vraiment que l'enfant, il retienne le vocabulaire. Alors là, je vais partir pomme, banane, kiwi, comme ça, je sais, je me perds pas. Voilà, pour qu'il retienne que c'est une pomme, une banane et un kiwi. Mais après, ça peut être aussi l'occasion d'avoir une conversation avec l'enfant. Parce que imaginons que ça soit pas des fruits aussi classiques, mais un kaki et que l'enfant n'a jamais vu de kaki, jamais mangé de kaki. Et bah, du coup, ça peut être bien d'avoir une conversation avec lui. Tu sais où ça pousse? Est-ce que tu en as déjà goûté? D'en apporter aussi. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les images classifiées, on s'en sert parce qu'on n'a pas un ours ou un coq dans la classe. Mais donc forcément, il faut une image. Mais une image, c'est déjà une abstraction de la réalité. Donc, c'est mieux pour les fruits, clairement, c'est mieux d'apporter des fruits que d'apporter des images de fruits. Alors, on ne peut pas le faire à chaque fois, évidemment, mais quand c'est des choses qu'on peut vraiment, des objets réels qu'on peut toucher, c'est encore mieux. Et normalement, avant les images classifiées, on va même être, tout à l'heure, je vous disais, montre-moi le planisphère, montre-moi l'extincteur. L'idéal, c'est déjà de commencer de manière encore plus concrète avec le corps de l'enfant. Est-ce que tu peux me montrer ton coude? Est-ce que tu peux me montrer ton genou? Donc, les parties du corps, les vêtements. Après, donc en premier, le corps. En deuxième, ce qui se passe dans l'environnement, ce qui se trouve dans l'environnement. Et en troisième, les images classifiées. Voilà, parce que c'est un peu plus abstrait, du coup, ces images. Mais évidemment, il y a des objets qu'on n'a pas dans la classe, quoi. Donc, c'est d'où l'intérêt de ces images. Donc, 2 solutions pour les utiliser. Avoir une conversation avec l'enfant pour qu'il... Alors, les ours, est-ce que tu sais où ils vivent? Voilà. Est-ce que je sais pas moi, est-ce que tu es déjà allé au zoo? Est-ce que tu as déjà vu un ours? Enfin, voilà, vraiment une conversation avec l'enfant. Et après, ça peut être une leçon en 3 temps pour qu'il retienne les noms. Alors, les images classifiées, bon, un matériel que vous connaissez déjà tous, hein, forcément. Je passe parce qu'il nous reste 6 minutes, donc enfin un peu plus, mais je passe pour ça. La littérature de jeunesse. La bibliothèque. Alors, j'ai pris la photo que Florence a bien voulu m'envoyer. Donc, Florence qui fait partie de la formation de la cohorte 1. Je la trouve trop belle, sa bibliothèque. En fait, on a envie de s'installer. On a envie de s'installer lire, quoi, pour lire. Il y a le tapis, il y a les petits coussins, il y a les petites, le fauteuil, le petit tabouret. Enfin, voilà, il y a plein d'assises différentes. Et du coup, voilà, je trouve que son coin bibliothèque donne vraiment envie d'aller s'y installer. Le coin écoute, je ne sais pas si vous avez déjà un coin écoute dans votre classe, mais ça peut être bien. Bon, je ne détaille pas, vous savez ce que c'est un coin écoute. On ne va pas reparler des histoires, quelles histoires choisir, on l'a déjà dit. Alors, la leçon en 3 temps, peut-être que vous connaissez un peu moins. La leçon en 3 temps, le but, ça va être d'enrichir le vocabulaire de l'enfant avec 3 nouveaux mots. Alors, ça peut être comme tout à l'heure, pomme, banane, kiwi, mais ça peut être Europe, Afrique, Asie. Voilà. Ça peut être les noms, les parties du corps d'un animal, d'une plante. Voilà. Donc, la leçon en 3 temps, je vous le dis, je vous le fais en accéléré. On va prendre cet exemple-là, vu qu'il est sous nos yeux. Europe, Afrique, Asie. On va nommer, le premier temps, on nomme. C'est l'Europe, Afrique, Asie. Et on va nommer en montrant du doigt plusieurs fois. L'enfant répète, on nomme. Le deuxième temps, ça va être montre-moi. Montre-moi l'Afrique, montre-moi l'Europe, montre-moi l'Asie. Alors montre-moi ou donne-moi. Est-ce que tu peux déplacer ici? Voilà. Et le troisième temps, qu'on ne fait pas forcément dans la foulée si on sent que l'enfant n'est pas à l'aise, pour ne pas le mettre en difficulté. Le troisième temps, ça va être qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et là, l'enfant doit dire l'Europe. Qu'est-ce que c'est? L'Asie. Qu'est-ce que c'est? L'Afrique. Moi, j'aime bien rajouter un quatrième temps qui n'est pas très conventionnel, mais que les enfants aiment beaucoup. C'est là, par exemple, de prendre un continent, de le cacher derrière le dos. On ferme tes yeux. Hop, on cache.
Qu'est-ce que j'ai caché? Et là, ils réfléchissent. L'Europe, ouais, c'est l'Europe. Et ça, le quatrième temps, ils adorent. Là, ça pourrait être aussi, est-ce que tu peux à la fin, est-ce que tu peux replacer, voilà, replacer. Donc la leçon en 3 temps, c'est on nomme, on dit à l'enfant de nous montrer, et après, qu'est-ce que c'est? Mais ce troisième temps, il s'enchaîne pas forcément. Alors, j'ai le jeu d'analyse des sons qui est super, super important. Donc là, vous voyez, j'avais fait qu'un singe, un ours et une girafe. Ça va être le but d'entendre les sons de la langue. Donc, soit on dit mon petit œil voit un objet, mais j'en ai marre de cette phrase. Donc maintenant, moi, j'ai raccourci. Je vois un objet qui commence par le son J. Et au début, alors moi, quand je le fais, ils ont 3 ans et demi. Hein, donc au début, je montre. Hein, girafe. Je vois un objet qui commence par le son singe. Voilà. Et ça dure 2 minutes, 3 minutes, c'est pas long. Mais ça leur permet d'entendre les sons dans les mots. Et entendre les sons dans les mots, si on veut apprendre à lire plus tard, il faut entendre les sons dans les mots. Donc on fait ça avec le son du début, le son de la fin, et après un son au milieu, n'importe lequel. En fait, on complexifie au fur et à mesure. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez vu, c'est des vrais objets. C'est pas une vraie girafe, hein, mais c'est des objets miniatures qui sont beaux, que l'enfant a envie de toucher. C'est pas des cartes. Hein. Prenez dans les Playmobil de vos enfants, vous allez trouver plein de trésors. Et c'est beau. Voilà, ils ont trop envie de faire ça. Et après, ils le font même entre eux au bout d'un moment. Ils ont compris. Ils ont compris et ils se le font entre eux. C'est génial. Voilà, jeu d'analyse des sons. Alors, je vous ai dit beaucoup, beaucoup de choses. Selon où vous en étiez, voilà, ça peut faire beaucoup d'informations. Maintenant, je vais vous demander de faire le 3-2-1. Donc, le 3-2-1, on va prendre 2 minutes pour le faire, mais c'est vraiment important que vous récupériez en mémoire tout ce qu'on a dit. Donc, vous allez noter dans le chat, mais lisez pas tout de suite les réponses des autres. Concentrez-vous sur vous. Vous allez écrire 3 éléments que vous avez découverts ou redécouverts aujourd'hui. 2 éléments pour lesquels vous aimeriez poursuivre vos recherches. Oh, la leçon en 3 temps, ça allait trop vite, ça m'intéresse, j'ai envie de rechercher. Et soit poursuivre vos recherches, soit partager avec vos collègues. Et un élément qui va influencer votre pratique professionnelle. Ça peut être quelque chose de tout simple. Je laisserai plus la parole à mes élèves. Voilà. Donc, écrivez dans le chat. Voilà. Je vous laisse 2 minutes pour faire ça.
Ok, alors c'est marrant parce que vous n'avez pas écrit du tout les mêmes choses. Mais si vous avez manqué de temps pour le faire, le 3 de 1, faites-le quand même parce que ça va vraiment vous permettre de passer à l'action en classe après, en fait. Voilà, que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça disparaisse pas et que ça vous aide, en fait, que ça vous permette de mettre en application voilà, ce qui comptait pour vous le plus. Mais moi, j'aurai la sauvegarde du chat, donc je pourrai relire tout ce que vous avez écrit après. Alors, du coup, est-ce que tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, ça vous motive? Est-ce que vous avez vraiment envie de mettre en place tous ces changements dans votre classe? Voilà, pour les enfants, pour qu'ils développent leur plein potentiel, et pour vous sentir fier de vous à la fin de la journée. Oui, 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 oui. Alors, le langage, c'est qu'une toute petite partie de tout ce qu'il est possible de faire pour développer le plein potentiel des enfants et que vous vous sentiez fier, voilà, vous ayez cette impression de réussir dans votre mission. Donc, il y a deux options et les deux sont bonnes. Soit vous tâtonnez seul dans votre classe, voilà, au risque oui, au risque de tâtonner, voire de ne jamais vous lancer ou de vous décourager, parce que c'est super difficile quand même, des fois, en étant seul, voilà, on se pose 10 000 questions par jour, mais à un moment, on a aussi envie d'avoir des réponses. Et la deuxième option, c'est d'être accompagné pour construire des fondations solides et ressentir la joie d'enseigner. Donc, je vais vous montrer en quoi la formation peut avoir un impact dans votre vie professionnelle. Avoir un impact et vous permettre de vous sentir plus joyeux, plus confiant, plus serein. Donc, impact, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire immersion Montessori pour des adultes et des classes transformées. Alors, j'insiste sur le mot transformation parce que cette transformation, en fait, on ne peut pas y couper. Voilà, elle est vraiment forte et déstabilisante aussi un peu des fois. J'ai deux participantes qui ont fait la formation et qui ont utilisé le mot thérapie et thérapeutique dans leur témoignage, donc pour dire à quel point ça les avait chamboulés. Voilà, cette transformation, elle est forte. Comme je vous ai dit au début, depuis 2019, moi, ma mission, c'est vraiment de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, hein, j'en ai conscience, il y a du travail, mais c'est ce qui m'enthousiasme le plus, en fait. Me dire que je contribue à développer le plein potentiel des enseignants et des enfants, je suis super joyeuse, en fait. C'est ce que j'ai envie de faire tous les jours, c'est ce qui me donne, voilà, c'est ce qui donne vraiment un sens à ma vie. J'ai déjà accompagné 50 personnes. Alors, je dis personnes parce qu'il n'y avait pas que des professeurs des écoles, mais c'était la majorité. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est travailler avec des enseignants motivés, qui se donnent vraiment les moyens de réussir et qui ont envie de faire leur maximum pour les enfants et pour eux. Bon, déjà, si vous êtes là un samedi matin, c'est que votre mission à vous, c'est de développer le plein potentiel de chaque enfant. Sinon, vous ne seriez pas là. Mais ça, sur cette diapo, c'est une photo que Anne m'a envoyée. Une photo de sa classe de petit, moyen, grand. Elle est un peu floue. Anne, elle participe en ce moment dans la cohorte 1. Alors un jour, je m'étais amusée à demander à des enseignants sur Facebook, je crois, ce que ça changerait dans leur vie s'ils avaient les clés pour développer le plein potentiel de chaque enfant et pour avoir une classe calme, avec des enfants autonomes et qui s'entraident avec bienveillance. Vous avez vu, dans la question, je n'avais pas prononcé le mot Montessori. En fait, je me suis dit, des fois, on peut avoir des fausses croyances sur les travaux de Maria Montessori, donc j'avais fait exprès de ne pas parler de Maria Montessori, mais d'insister plus sur ce que ça changerait dans leur classe. Karine, elle a dit, je prendrais plus de plaisir à être en classe. C'est une autre Céline, je pourrais me lancer dans une gestion de classe plus collaborative. Caroline, elle avait dit moins de stress et l'impression de ne pas courir après le temps, après les enfants, et avoir l'impression d'être disponible pour chacun d'eux. Sophie avait dit plus de patience, de joie et d'envie. Laurence, l'impression de réussir, d'être finalement bonne dans mon métier et de ne pas se croire nulle, débutante, en train de se former. Et Françoise, je serai la plus heureuse des maîtresses. Voilà. Donc la formation impact, c'est les 3 C. Le contenu, le co-développement, la communauté. Donc, le contenu, c'est sous forme de texte, de vidéos, d'audio, de questions. Vous travaillez, sans moi, sur les piliers de la pédagogie Montessori et les neurosciences. Je ne présente pas de matériel Montessori, à part un peu pour le langage, mais vous n'allez pas découvrir chaque présentation dans chaque domaine. Parce qu'il y a tellement de choses à faire avant d'en arriver là, que nous, on est plus sur vraiment les bases, enfin les piliers de la pédagogie Montessori et les neurosciences. Donc, le contenu, il va vous permettre de construire des fondations solides et d'analyser votre pratique. Voilà, c'est tout ce que j'aurais rêvé avoir en formation initiale. Le co-développement, c'est pour vous aider à passer à l'action.
pour transformer votre quotidien en classe et vraiment avancer avec vos collègues de la formation. Et la communauté, c'est parce que l'apprentissage entre pairs, il est puissant. Donc avec le groupe WhatsApp, la Dropbox et pendant les séances de co-développement, on s'appuie sur cet apprentissage entre pairs. Alors, je vous montre les 3 C, le contenu. Donc, comme je vous disais, c'est les piliers de la pédagogie Montessori, les neurosciences affectives et sociales, les neurosciences cognitives. Il y a des choses là que je n'ai pas écrites, parce que le langage, par exemple, c'est pas marqué, alors que c'est bien dans la formation. Mais je suis sans arrêt en train de rajouter des choses, en fait, parce que j'adore rajouter du contenu, améliorer l'ingénierie de formation. Donc, voilà. Mais en gros, le contenu, il est là. Il faut compter à peu près au minimum 50 heures de travail. C'est vraiment le minimum. Ça dépend comment vous allez exploiter tout ça, mais en tout cas, en moins de 50 heures, ce n'est pas possible. Voilà. Après, je vous ai parlé de transformation. Une transformation, ça ne peut pas se faire en 5 minutes ou en 10 heures. L'idéal, je trouve, est d'y consacrer 2 heures par semaine. Ça peut être un peu moins, ça peut être plus, évidemment, mais comme vous avez une classe aussi à côté, il faut se fixer un objectif raisonnable, quoi. Mais de toute façon, le contenu, il est disponible à vie. Donc, vous pouvez avancer à votre rythme. Ça, vous aurez toujours, quand vous vous inscrivez, vous avez toujours accès au contenu. Le co-développement, donc c'est 6 ou 12 séances d'1h30, souvent un peu plus, on déborde. Un mercredi sur 2, parce que je me suis arrangée pour ne pas mettre de date pendant les vacances scolaires. Et c'est de 17h30 à 19h actuellement. Voilà. Et donc, pendant ces séances de co-développement, vous rencontrez vos collègues de formation. On passe de la théorie à la pratique. Voilà. Moi, je propose des sujets. Je leur demande sur le groupe WhatsApp, et vous, voilà, quelle est votre problématique du moment, de quoi vous avez besoin. Et voilà, maintenant, oui, ok, j'ai compris les fonctions exécutives, mais voilà ce que moi je faisais dans ma classe. Est-ce que ça serait bien si je faisais comme ça? Enfin voilà, on échange vraiment, on échange sur tout ça. Bon, là, les fonctions exécutives, c'est un exemple. Depuis le début, avec la première cohorte, on a travaillé sur l'environnement préparé. Elles m'ont envoyé des photos de leur classe. On a travaillé sur la motivation intrinsèque, l'ère du langage, et on a aussi fait de l'analyse de pratique, là, une séance d'analyse de pratique. Donc ça, c'est pour les séances de co-développement. Pour la communauté, ça se passe sur WhatsApp et sur la Dropbox. Donc, sur le groupe WhatsApp, on interagit régulièrement, voilà, vous partagez des questions, des réponses à des fois, c'est moi qui vais répondre, mais des fois, ça va être un autre collègue qui va répondre. En tout cas, tout ce qui peut être utile pour avancer ensemble. Par contre, si vous n'avez pas WhatsApp, vous perdez une partie de l'expérience parce que moi, je ne peux pas vous transférer par mail tous nos échanges parce qu'il y a des échanges écrits et audio aussi. Donc, je ne peux pas tous vous les transférer. L'idéal, c'est d'avoir WhatsApp. La Dropbox, c'est là où il y a tous les textes de la formation. Et vous voyez, sur le côté, dans la zone de commentaires, moi, je vous pose une question et vous répondez. Donc, ça vous permet de lire les échanges de vos collègues, mais aussi les échanges d'avant, des 50 premiers participants, parce que du coup, ils sont tous... Alors, tout le monde n'écrit pas dans la Dropbox, mais il y a quand même pas mal d'échanges sur lesquels vous pouvez vous appuyer aussi. Donc, voilà pour les 3 C. Ça, c'est les témoignages que j'ai reçus. Donc, Céline est une personne passionnée qui partage ses connaissances et nous permet d'évoluer sur les nôtres. Son enthousiasme est communicant. Cette formation est une lumière. Je repars avec des étoiles plein les yeux et des idées plein la tête. Ça a presque été une forme de thérapie, ou en tout cas une étincelle de renaissance professionnelle. C'est une vraie révélation professionnelle. Bon, ça me fait plaisir de vous partager, en tout cas, ça m'a fait plaisir de lire tous ces témoignages. Et je suis plutôt satisfaite de mon ingénierie de formation qui a bien évolué depuis 2019. Au début, je partageais juste des vidéos en ligne, mais voilà, j'ai beaucoup amélioré parce qu'apprendre à apprendre, ça me passionne. Et mon but, c'est vraiment que cette formation, elle ait un impact dans votre vie professionnelle. Donc, l'ingénierie de formation, elle compte beaucoup. Alors, les dates pour la 2e cohorte. Donc, déjà, peut-être vous vous dites pourquoi la 2e cohorte. Je croyais qu'il y avait eu 50 personnes. Alors, en fait, jusqu'en septembre 2019, il n'y avait pas de date de début. En fait, vous pouviez vous inscrire quand vous vouliez. Mais le problème, alors ça avait un avantage, mais le problème, c'est qu'au niveau de l'apprentissage entre pairs, il n'y avait pas cet effet groupe comme une formation en présentiel. On perdait un peu les avantages de l'apprentissage entre pairs. Donc, depuis septembre, en fait, j'ai dit, non, on commence en même temps. Alors, vous n'allez pas finir en même temps, parce que, comme je vous ai dit, c'est jamais fini, en fait. Le risque, parce qu'il y en a quand même un de risque, c'est qu'après, apprendre vous enthousiasme tant que ça devienne aussi vital que manger. Donc, en fait, il n'y a jamais de date de fin. Mais en tout cas, la date de début, c'est la même pour tout le monde. Donc, et en septembre, là, il y a eu 7 participants qui ont commencé donc en même temps, début septembre, et qui vont finir en janvier, parce qu'on a, voilà, plutôt en janvier. Donc, les inscriptions, c'est à partir d'aujourd'hui.
jusqu'au dimanche 11 décembre. Et par contre, la formation ne commencera que le 20, il y a un petit laps de temps. Elle commence le 20 et elle se termine soit le 20 mars, soit le 20 juin, en fonction de ce que vous allez les choisir, 6 séances de co-développement ou 12. Voilà, c'est la petite différence. Mais en tout cas, voilà, pour ça, quand je dis date de la formation, c'est par rapport, date de fin de formation, c'est par rapport aux séances de co-développement. Parce que pour le contenu, il n'y a pas de date limite, vous avez accès tout le temps. Voilà. Une petite info, parce que c'est le cas des fois dans certaines formations, moi je ne débloque pas les modules au fur et à mesure. Première semaine, tel module, deuxième semaine, tel module. Non, non. Quand vous vous connectez, vous avez accès à tout. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire dans l'ordre. S'il y a un sujet là qui est sur le feu là en ce moment, bah, vous pouvez aller choisir ce sujet-là. Voilà. Et comme les fêtes de Noël approchent, on démarrera les séances de co-développement que début janvier, le 4 janvier, pour que vous puissiez, voilà, vous pourrez commencer à creuser dans le contenu, mais on commencera vraiment les séances de co-développement que le 4 janvier. Alors, ce n'est pas encore Noël, mais voilà, si vous avez l'impression que cette formation, elle peut vraiment vous être utile dans votre vie professionnelle, et vous décidez de rejoindre la deuxième cohorte là maintenant, à 11h30, eh ben, je vous offre une séance d'1 heure en individuel en visio pour vous aider à prendre du recul sur votre pratique, pour dépasser vos peurs, pour célébrer vos victoires, pour être encore plus coucouné, quoi. Anne-Paul, si tu veux, tu peux mettre le lien dans le chat. Et si vous avez besoin d'un peu plus de temps, parce que c'est la première fois que vous entendez parler de moi, de cette formation, et vous avez besoin d'un peu plus de temps avant de prendre une décision, vous aurez quand même un cadeau si vous vous inscrivez avant demain soir, du coup, dimanche. Demain soir, voilà, vous aurez 10%. Et évidemment, les deux bonus peuvent se cumuler. Alors, tac. Donc, les tarifs. Il y a la version, donc l'Impact Plus, c'est un accompagnement sur 6 mois avec 12 séances de co-développement, donc 870 € ou 3 fois 290. Et Impact, c'est l'accompagnement sur 3 mois avec 6 séances de co-développement. La seule différence entre Impact et Impact Plus, c'est vraiment le nombre de séances de co-développement et du coup le temps de l'accompagnement. Et Impact, c'est 690 € ou 3 fois 230. Avec bien sûr la possibilité de payer en 3 fois. Alors, je vous ai tout expliqué, ou presque en tout cas, je vous ai donné déjà pas mal d'informations. Est-ce que vous avez des questions par rapport au langage et par rapport à la formation Impact? Alors, j'ai vu que Anne-Paul m'en avait copié pas mal dans le chat, mais les gens ont réécrit depuis Anne-Paul. Alors, est-ce que tu pourrais me recopier les questions, sinon je remonte dans le chat? Oui, alors j'ai des questions plus récentes. Quelqu'un demande s'il peut avoir une attestation de la formation une fois qu'il l'aura suivie. Oui, alors c'est une attestation, mais c'est pas un diplôme en fait. Voilà, c'est pas, il y a pas le côté diplôme. Voilà. Vous aurez les compétences, vous allez voilà, apprendre plein de choses que vous allez pouvoir mettre en place dans votre classe. Vous pourrez montrer cette attestation, mais il n'y a pas le côté diplômant, quoi. Quelqu'un demande si mercredi à ce temps-là, elle n'est pas disponible, comment faire du coup? Alors, ça va dépendre du nombre d'inscriptions. Enfin, non, après, le créneau risque d'être quand même ça risque quand même d'être le mercredi, parce que je voulais préserver un peu mes week-ends quand même. Elle peut m'appeler et puis on essaiera de trouver une solution. Voilà. Ok. C'est vrai que le mercredi, c'est le jour où vous êtes le plus disponible. Moi, j'ai mes ateliers, j'ai mon groupe du matin, mon groupe de l'après-midi. Mais bon, on peut discuter pour voir si on trouve une autre solution ensemble. Ok. Autrement, c'était les questions que je t'ai envoyées dans le chat. Tu veux que je les renvoie ou en fait, les gens continuent d'écrire. Donc, si je remonte pour lire les réponses, okay. les questions, alors, je t'en pose une là. Alors, je les recopie, s'il te plaît. Une question. Hop. Y a-t-il des formations chaque année? Alors, oui, on est à peu près sur un rythme de tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Quel chercheur, demandait quelqu'un. Quel chercheur tu cites? Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Une question de Virginie qui aime bien que je cite mes sources. Les chercheurs, Virginie, c'était Cathy Hirsch-Pasek et Hart et Risley. Hart, H-A-R-T, et Risley, R-I-S-L-E-Y. Ok. Une question aussi à propos du vocabulaire. Je te l'ai renvoyé la question, le vocabulaire. Alors, en séance vocabulaire, vaut-il mieux mettre les enfants qui ont un vocabulaire riche ensemble et proposer des niveaux de difficulté plus poussés, ou bien mélanger les niveaux au risque d'avoir des enfants qui s'ennuient ou des enfants qui se sentent noyés? Ah, c'est une super question, ça. Alors moi, je dirais
comme ça, je prendrai le temps d'y réfléchir dans le week-end, mais là, comme ça, de but en blanc, je dirais mélanger les enfants. Parce que si on repense au principe, j'ai dit tout à l'heure, ne simplifions pas le langage, complexifions-le. Alors, et après, on peut peut-être, pour ces enfants qui ont moins de vocabulaire, reformuler. Voilà, pour pas qu'ils soient perdus non plus complètement. Mais moi, je ne ferai pas de groupe de niveau. Je mélangerai vraiment tous les enfants. Peut-on suivre la formation en étant en mi-temps annualisé? Ah oui, ça n'existe pas ça dans le privé sous contrat, mais je crois mi-temps annualisé, c'est que vous travaillez sur une partie de l'année et puis pas sur l'autre. Je crois que c'est ça. Bah, après, en fait, du moment que vous avez 2 heures par semaine à y consacrer, c'est possible, quoi. Voilà. Mais 2 heures, pour moi, c'est quand même le minimum. Après, il peut y avoir une semaine où vous êtes malade, la Covid, je sais pas quoi, vous ne travaillez pas pendant une semaine, c'est pas grave. Mais il faut quand même, si on veut que cette formation elle ait un impact et que ça vous apporte quelque chose, il faut quand même consacrer un minimum de temps. Voilà. C'est pour ça que je dis minimum 2 heures. Comment travailler l'analyse des sons en petites sections? Eh ben, alors ça peut être soit en individuel, soit avec 2, 3, 4 enfants. Vous avez une petite boîte où vous avez déjà tous vos petits objets. Vous avez bien réfléchi à l'avance aux petits objets que vous mettez. Et voilà, vous proposez cette leçon, la leçon comme je vous ai montré. Je vois un objet qui commence par le son j. Alors, c'est pas grave si au début, même si c'est pas grave s'ils sont en petit groupe. Au contraire, ça va les aider. Et après, si vous voyez qu'il y a un gros écart de niveau entre les enfants, là par contre, ça vaut plus le coup de faire une présentation individuelle, même si c'est que 2 minutes. Parce que si un enfant répond du tac au tac, parce que ça y est, il entend les sons dans les mots, bah l'autre enfant à côté n'aura pas eu le temps de répondre. Donc je pense qu'au départ, c'est pas ça, quand vous commencez les premières fois, le temps qu'ils comprennent en fait la présentation, ça peut être fait en petits groupes. Par contre, après, s'il y a vraiment des différences entre les enfants, plutôt en individuel. Quelqu'un demande pour la diversité quand on a des enfants allophones, par exemple avec le mettre son manteau, la veste, l'anorak, le blouson. Ouais. Moi, je trouve que c'est super important si c'est en anorak, d'utiliser le mot anorak, quoi. Si c'est une veste, d'utiliser le mot veste. Pour moi, utiliser les mots précis, ça a vraiment de l'importance. Alors peut-être que au début, l'enfant va dire une veste, c'est quoi une veste? Il n'a jamais entendu le mot veste. Mais c'est pas grave parce que vous allez montrer en fait en même temps. Allez, mets ta veste. Et il y a une étude dont je ne vous ai pas parlé sur l'attention conjointe chez les bébés. Le bébé, il regarde un objet. Si l'adulte en profite pour nommer le nom de cet objet au même moment, et ben du coup, l'enfant a beaucoup plus de chances de retenir ce nom-là, le mot de vocabulaire. Donc, l'attention conjointe chez les bébés est vraiment importante. Ça prédit même, je crois, le vocabulaire à 34 mois. Enfin, ça a vraiment des conséquences. Mais du coup, voilà, au début, vous dites le mot veste et puis vous nommez, vous montrez. Enfin, voilà, vous êtes plus explicite. Quelqu'un a une question assez précise sur les enfants qui ont un trouble de type autisme. Alors, il m'a demandé si les phases sont plus tard par rapport à ce que tu as dit au début de l'exposé. Je peux lire la question, mais l'autisme, c'est vraiment pas ma spécialité, je ne suis pas compétente. Est-ce que des enfants qui ont un trouble type autisme peuvent passer par... Ah, je lis à l'autre. Est-ce que des enfants qui ont un trouble type autisme peuvent passer par ces phases plus tard par rapport à leur âge? J'ai cette impression avec une de mes élèves qui est en pleine explosion, mais elle a 5 ans. Elle ne parlait pas du tout à son arrivée l'année dernière, commençait tout juste à répéter quelques mots quand je suis arrivée en septembre et répète tout. Sa prononciation est à travailler depuis quelques semaines. Alors, je préfère pas te dire de bêtises. J'ai pas les réponses à tout et l'autisme, je connais pas. Alors, l'hypothèse semble pertinente, mais je suis pas sûre de moi là, pour cette question. Merci Fanny. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Les statistiques, c'était quoi? Et sur les statistiques? Attends, Céline, il a plusieurs fois le message. Je vais relire depuis le début. Alors, J'aurai une classe seule l'année prochaine. Seule à temps plein ou sans aide maternelle? Je suis actuellement en co-enseignement. Puis-je suivre la formation? N'est-ce pas embêtant pour le coaching? Co-enseignement. Alors, je sais, dans le public, vous faites des choses qui n'existent pas dans le privé sous contrat. Céline, si vous pouvez préciser, du coup, on répond à d'autres questions en attendant. Mais là, je ne suis pas sûre de comprendre. ouais. Virginie demande encore, quid des familles bilingues pour le nombre de mots? Est-ce que c'est la somme des mots ou le double? Alors, ça, J'ai vu passer la question, Virginie. C'est une super question. Il faut que je la pose à Alex Carvalho, le prof du DU en neuroéducation.
Parce que est-ce qu'ils ont fait des études pour justement savoir ça? J'aurais tendance à penser, mais c'est juste une hypothèse, il faut qu'on aille vérifier. J'aurais tendance à penser que le nombre de mots, imaginons un enfant connaît 100 mots, il va peut-être en avoir 50 en français, 50 en anglais. Du coup, au lieu d'en avoir 100 en français, il en aura 50 et 50. Je pense, c'est une hypothèse, mais je peux lui poser la question de savoir s'il y a des recherches qui ont été faites. Il y a 2 demandes sur le diaporama. Est-ce qu'ils auront le diaporama en PDF en plus du replay? C'était pas prévu, mais pourquoi pas? J'ai pas mis mon nom dessus, parce qu'après, il ne faudrait pas qu'il circule quand même. Il faudrait que je rajoute mon nom sur les diapos. Mais Oui, si voilà, je oui. le rajoute, pourquoi pas? Tu ne pourras pas enlever le lettré qui a été fait dessus par quelqu'un. Mais oui, par contre, il y a quelqu'un qui nous a gribouillé la diapo. Non, tu pourras envoyer PDF d'origine bien propre Oui. avec ton nom dessus. Voilà. Voilà. Mais sur le replay, il y aura les petits traits. Ah ouais. Et quelqu'un demandait aussi pour la mémorisation, en fait. Les mots, en fait, s'effacent vite. Que faire? Après, je pense qu'il faut répéter. Enfin, c'est le... Attends, elle est où cette question? Attends, je te la recopie. Je la recopie. Hop là. Merci, nanana. Ah oui, Céline qui dit 2 enseignantes en même temps dans la même classe. Mais oui, co-enseignement, ok. Alors, je relis la question du coup de Céline. Co-enseignement. Je suis... N'est-ce pas embêtant pour le coaching? J'aurais envie de dire, ramenez votre collègue, parce que sinon, après, il va y avoir il risque d'y avoir des incompréhensions entre vous. Mais bon, c'est une question particulière, Céline. On peut prenez rendez-vous avec moi, je vais vous donner le lien après, puis on pourra en discuter, parce que c'est très, très particulier. Mais oui, tout est possible. Aura-t-on accès au PDF? Oui, je vais essayer de marquer mon nom dessus et vous l'envoyer. Et le problème de la mémorisation aussi. Les mots ne restent pas au bout de 5 minutes. Que faire? Donc, si je comprends bien la question, l'enfant va oublier, vous oubliez ça au bout de 5 minutes. Là, j'aurais envie de dire la répétition, s'y prendre autrement, lui montrer ce mot dans d'autres contextes. Voilà. Merci Céline, c'était chouette. Ah, collègue pas prête du tout. Bon, là, faut venir toute seule. Merci beaucoup Céline, je dois vous quitter, à très vite. Merci Virginie. Et je vais lire encore les dernières questions qui arrivent, mais vu que je vois qu'il y a des gens qui commencent à partir parce qu'il est 24, si vous avez des questions que vous n'avez pas osé me poser, ou comme la question de Céline qui est très particulière, vous pouvez réserver un créneau sur Calendly. Je veux bien que tu remettes le lien dans le chat, Anne-Paul, parce qu'il y a eu plein d'autres questions depuis. Oui. Et du coup, si là, vous réservez votre créneau, ça ne veut pas dire on se parlera peut-être ce week-end ou la semaine prochaine, mais même si c'est après dimanche soir, ça vous empêche, je vous garde les 2 bonus quand même, vous bénéficiez quand même des 2 bonus si vous vous inscrivez sur mon lien Calendly, soit avant 11h30, soit avant dimanche. Voilà. Parce que forcément, dans mon agenda, si vous êtes nombreux, on s'appellera la semaine prochaine, mais ça vous garde quand même les bonus. Alors, si les enfants ne mémorisent pas, faut-il passer à un autre groupe de mots? Isabelle, j'aurais besoin de plus de contexte pour pouvoir répondre par rapport à comment vous travaillez en fait. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Isabelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Calendly, puis je vous répondrai. Oui. C'est ce qu'on fait après ça, en fait, en masterclass, toutes ces questions, Céline. Les questions posées après, du coup, on est en groupe, on répond. Oui. Donc du coup, merci déjà pour votre attention. Peut-être qu'on peut... oui, ce que je voulais vous dire, c'est si vous faites le choix de ne pas vous inscrire pour l'instant, il n'y a pas de souci. Voilà, vous allez pouvoir déjà tester toutes les pistes qu'on a vues aujourd'hui pour contribuer à l'enrichissement du langage oral de vos élèves. Vous pourrez déjà poser ces premières briques seules. Et si vous faites le choix de rejoindre la formation Impact, on se retrouvera de l'autre côté à partir du 20 décembre. Anne-Paul, est-ce que tu veux bien arrêter l'enregistrement? Comme ça, je vous propose qu'on rallume les caméras. C'est plus enregistré et comme ça, on peut se dire au revoir et se souhaiter un bon week-end. J'ai débordé de 11 minutes, je suis désolée. Dis-moi stop. Vas-y, tu peux arrêter.